Alors, je suis censé faire une introduction un petit peu sur le thème général du design thinking dans les services, qui est toujours un exercice dangereux parce qu'il y a des spécialistes dans la salle, j'en vois quelques-uns ou quelques-unes qui sont infiniment plus spécialisés et infiniment plus experts que moi sur ces terrains. Néanmoins, je n'ai en aucun cas le choix de repousser à plus tard le soin de dire que, bien évidemment, nous inscrivons, dans le cadre d'ISIS, nos réflexions quant au design dans le cadre plus général de la réflexion sur l'innovation et sur les stratégies d'innovation des entreprises. La relation entre design thinking et innovation semblerait aller de soi. L'histoire économique montre que ce n'est pas si évident, montre qu'en réalité, dans bien des cas, les ressources que le design peut apporter à l'entreprise ont été mobilisées ici et là comme un ensemble de techniques, un ensemble d'éléments, un ensemble de compétences mis au service d'une ambition, mais pas forcément générateur de cette ambition. Ce qui est en train de se dérouler en ce moment, ce que l'on observe dans le monde entier, et je peux dire qu'y compris évidemment dans cette Asie très, très vibrante, dans laquelle il se passe énormément de choses, c'est que le design a donné naissance à une façon d'appréhender la question de l'innovation qui lui est propre. Quelque part, on s'éloigne d'une compréhension traditionnelle du design jouant sur les formes pour... C'est le rôle de celui qui fait l'introduction, c'est-à-dire que comme plein de gens arrivent en retard, il faut quelqu'un qui n'a rien à dire, qui occupe le terrain pendant 10 minutes, un quart d'heure, en radotant, avant de donner la parole à ceux qui ont vraiment un message au moment où la salle est stabilisée. C'est notre rôle social, il faut bien qu'on serve à quelque chose. C'est pour ça, je te rassure, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment besoin d'experts pour ces introductions. Alors j'y reviens quand même, j'avais coupé au milieu d'un élément important qui était de dire, ce que l'on observe, c'est que du design, on est en train de faire émerger quelque chose qui est inspiré mais différent, qui est la façon de penser par le design, ce qu'on appelle aujourd'hui communément le design thinking. Et le design thinking devient un véritable moteur d'innovation en soi. Alors il y a un professeur anciennement de Harvard et qui est revenu sur son terrain d'origine, Roberto Ferganti, qui est revenu en Italie, qui est professeur au Politecnico de Milano, qui a écrit il y a quelques années un ouvrage de référence dans ces domaines qui s'appelle essentiellement justement Design Driven Innovation. Et son analyse, c'est bien de dire, je reprends un peu sa pensée que je partage totalement, mais rendons à César, c'est le cas de le dire, ce qui est à Roberto, c'est que l'approche de l'innovation par les entreprises, comme dans le monde des études, la recherche et autres, a été essentiellement marquée par le débat entre les changements radicaux, l'innovation radicale, l'innovation breakthrough, changement de paradigme lié essentiellement à l'avènement de technologies. Alors dans l'histoire de l'innovation, il y a beaucoup de choses, la machine à vapeur, la génération d'électricité, Internet, plein de choses. Donc, et puis dans les entreprises, des passages complets, des révolutions complètes qui ont amené à des entreprises à se réinventer complètement et certaines à louper certains virages. On pense à la réinvention permanente d'IBM, on pense à l'échec de Xerox à se réinventer, malgré le fait qu'ils avaient inventé... Kodak, malgré le fait qu'ils avaient inventé l'appareil photo digital. C'est intéressant de voir que ce n'est pas parce que vous avez la solution technique, ce n'est pas parce que vous avez l'expertise, ce n'est pas parce que vous avez la capacité de montrer le futur que vous réalisez. Il y a une inertie dans la société, l'inertie des actionnaires, c'est ce qui a tué Kodak, le fait qu'ils n'ont jamais pu investir sur le terrain sur lequel d'autres ont investi et sur lequel, de fait, ils se sont retrouvés ensuite éliminés. Cette approche de l'innovation par la technologie push, par le fait d'amener dans le quotidien de la vie des organisations et donc des gens des solutions techniques qui véritablement produisaient plus de valeur économique que ce dont on disposait avant, a nourri toute une réflexion sur l'innovation. Évidemment, en parallèle, et en particulier dans les années de crise, et donc en particulier ces temps-ci, on parle aussi beaucoup de... Il y a une chaise là, qui vous attend. Vous ne voulez pas la faire attendre davantage. J'avoue qu'elle n'est pas très confortable, donc je comprends votre hésitation. Mais, vous savez, les établissements d'enseignement, etc. Bon,
On essaye à chaque fois de faire tomber les murs. On nous dit que c'est trop cher. Comme je ne gère plus cette maison. Cette différente approche de l'innovation, tirée par les marchés, qu'on appelle l'innovation pool, est évidemment dominée par l'idée que ce n'est pas en poussant la technologie en avant qu'on a la solution. On comprend bien qu'on ne peut pas comparer les autres, et certainement pas les opposer. Mais on dirait que c'est en allant voir effectivement sur le terrain ce que les marchés attendent, en comprenant les besoins que l'on va formuler, une réponse aux besoins, et en fait on va faire de l'innovation peut-être moins visible, moins radicale, incrémentielle, qui va nous permettre de marcher un peu plus en avant en tirant des opportunités qui nous viennent du marché. Donc on est tiré dans l'innovation incrémentielle par les besoins du marché. Et puis, très longtemps, en fait, assez naturellement, soit on fait en sorte que les choses se rencontrent en disant l'innovation radicale, technologique, en fait, elle ouvre des grands cycles. Mais en réalité, pour tirer le meilleur parti de ces cycles, il faut nourrir d'innovation incrémentielle le quotidien. Parce qu'en général, quand on introduit une nouvelle technologie, elle est finalement rejetée par l'utilisateur qui ne comprend pas comment l'utiliser, qui ne comprend pas la valeur. Puis au début, ça ne marche pas très bien, etc. Donc, c'est en fait la convergence des efforts de l'innovation incrémentielle à partir de changements radicaux qui provoquent le résultat. Donc voilà, plutôt de la question, il y a l'un, il y a l'autre, puis finalement la convergence des deux, et puis on a tout fait. Et ce que Roberto Verganti et bien d'autres ont introduit ces dernières années, c'est de dire oui, mais il faut aller plus loin. Parce qu'on est à la recherche de sens. Parce qu'en réalité, ce qui fait qu'un produit, ce qui fait qu'un service, ce qui fait qu'un discours porte, c'est qu'il provoque de l'émotion, c'est qu'il donne réponse à quelque chose qui est beaucoup plus intangible que les résultats d'une analyse fonctionnelle du pourquoi on va utiliser ça et autres. Le pourquoi on choisit un produit, le pourquoi on choisit une maison, le pourquoi on choisit un service ne peut se limiter à l'approche rationnelle de la réponse aux besoins analysés du mieux que l'on peut. Il y a autre chose. Il y a le sens, il y a l'émotion, le meaning. Et donc, ce qui est mis en avant aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut innover dans l'évolution du sens. Qu'on le veuille ou non, c'est vrai pour les produits, c'est vrai pour l'architecture, parler d'espace, c'est vrai pour d'autres. Les objets, les services, les immeubles sont porteurs de sens. Alors, quelquefois, pas forcément du sens qu'on veut leur donner. Parce que souvent, on va construire des choses, on va bâtir des objets, on va penser à la fonction, et finalement, on ne va pas s'interroger au sens qu'on est en train de donner aux choses. Et donc, quelquefois, des objets, des immeubles, des services véhiculent le sens qui n'est pas celui qu'on voudrait voir véhiculer. Parce que simplement, on n'a pas véritablement pris en considération cette dimension du sens complètement et de manière consciente. Donc, ça se fait malgré nous. Et donc, ce qu'on met aujourd'hui en avant, c'est que travailler avec cette perspective de l'innovation dans le sens, travailler avec cette idée que finalement l'être humain a besoin d'émotions dans son quotidien et qu'il est en résonance permanente avec ce qui l'entoure, et donc que la pensée que l'on doit avoir face à un nouveau service, face à un nouveau produit, face à un nouvel immeuble, doit s'inspirer de l'émotion qu'il dégage. Ça, c'est quelque chose qui change la façon dont on pense l'innovation aujourd'hui. Finalement, on se rend compte qu'on peut avoir la meilleure réponse technique et fonctionnelle qui répond d'une manière très rationnelle à l'analyse d'un besoin exprimé et ne pas pour autant aller très loin. Parce que ce qu'on a sorti comme solution, ça marche. Pas forcément moche, mais ça ne communique rien. Ça ne va pas très loin. Ça ne remplit pas le vide, ça ne remplit pas le besoin de sens. Et on sait à quel point dans cette société du XXIe siècle, où toute une série d'acquis conventionnels sont secoués par toutes les questions qu'on peut se poser, par la vision qu'on peut avoir des intérêts au niveau mondial, géopolitique, des relations avec la notion de profit, une discussion sur le rôle des banques, etc. On sait que c'est très difficile finalement de retrouver des repères qui tiennent la route aujourd'hui. C'est difficile pour nos étudiants, c'est difficile pour les consommateurs, c'est difficile pour plein de choses. Et qu'est-ce qui nous sert de repère si ce n'est effectivement la mise en résonance émotionnelle qui peut s'instaurer dans notre quotidien et qui nous donne une certaine forme de vision d'espoir.
on visite la zone 798 à Pékin, que certains connaissent car je vois des sourires, et on voit ce bouillonnement de créativité dans l'art contemporain asiatique, en particulier chinois, mais c'est vrai de tous les pays d'Asie. On regarde ce qui vraiment émane des poches de créativité de toute l'Asie. On va en Corée, pays dans lequel la structuration sociale est extrêmement forte et l'inertie des rapports d'autorité est quelque chose que l'on imagine finalement absolument incontournable et qui ne peut pas bouger. Et on voit la créativité des artistes coréens, et alors là aussi ce qui est intéressant, des artistes masculins et féminins, parce qu'en plus c'est des zones dans lesquelles il y a aussi certaines régions, on va parler de la Corée ou du Japon, on va dire, attendez, les femmes en plus n'ont pas grand-chose à dire dans ces pays, enfin heureusement qu'elles en disent de plus en plus, parce que les solutions viennent souvent des femmes dans ces pays. Non mais pas partout, hein. Chez nous on peut dire peut-être des problèmes, mais chez eux c'est les solutions. Je dis ça pour les quelques personnes. J'ai compté rapidement, il y a plus d'hommes que de femmes dans la salle, donc il faut équilibrer les choses. Et bien on se rend compte que véritablement cette créativité, elle est partout, elle est puissante. Et quand on revient vers les dirigeants et qu'on dit mais attendez, c'est peut-être la pression qu'on a mis dans ces organisations. Il faut peut-être faire sauter les verrous. Il faut peut-être faire penser différemment. Il faut peut-être éveiller l'envie de s'exprimer. Parce que, bien au contraire, non seulement culturellement l'Asie est ouverte à la créativité, mais elle le démontre tous les jours et on peut s'interroger à savoir si elle n'est pas plus ouverte que ne le sont des sociétés ailleurs dans le monde. Donc comment créer ça ? Et on se rend compte que, oui, il faut établir dans les organisations, à partir d'une pensée du design thinking, une relation au leadership, à la prise de décision, à la gestion de l'organisation, qui s'inspire d'un rapport à l'émotion, qui s'inspire d'un rapport au sens, qui essaye de reprendre de la construction du sens qui caractérise l'art contemporain aujourd'hui, parce que la relation de l'art contemporain n'est plus avec la beauté aujourd'hui, elle est avec la volonté de donner du sens, de témoigner de ce qu'est la réalité de notre monde aujourd'hui. Ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens disent que ce n'est pas beau. La créativité et la beauté ne vont pas naturellement de pair. Pourquoi ? Parce que la beauté, telle qu'elle est ressentie par nous, l'homme du commun, comme dirait mon ami Xavier Pavie, qui parle de philosophie, l'homme du commun, concept sur lequel on plaisante, nous sommes coincés dans des standards. Et la beauté est le plus souvent déterminée par des standards, donc par quelque chose d'acquis. Et la créativité, elle vise justement à remettre en cause des standards, à changer les paradigmes de pensée. Donc effectivement, aujourd'hui, l'art contemporain, la pensée du design et autres ne vise pas nécessairement à faire du beau, ni en termes de conception de l'intangible qui est le service, mais à faire quelque chose qui fasse sens. Il y a des moments où le beau, enfin le beau ordinaire ne fait plus beaucoup sens. Et il y a de l'art qui crée un sentiment de rejet, voire qui s'apparente au laid, mais qui fait sens. Donc le débat est beaucoup plus complexe que le rapport avec une belle esthétique. Et on voit qu'effectivement, il y a un champ entier qui s'ouvre. Et je suis très impressionné de voir le nombre de gens, justement, un peu partout, à Toronto, à la Business School de l'Université de Toronto, à la Rotman School, avec quelqu'un, Roger Martin, qui a énormément travaillé dans le design, mais également à Shanghai, à Fudan et autres, mais également à Taïwan, à quel point des gens sont en train de se dire qu'il faut mobiliser cette relation au design pour redéfinir les règles du jeu dans les organisations. Alors, je crois que tout le monde est arrivé, donc je vais pas. Maintenant, j'ai plus de raison de continuer beaucoup. Alors, bon, j'avais prévu 24 pages, plus une trentaine de transparents. Je crains quand même que je ne puisse éviter de revenir sur les questions centrales et difficiles des définitions. Il y a quantité de définitions, et en particulier quand il s'agit effectivement de cette question du design et du design thinking, il y en a d'autant plus qu'il y a les définitions données par les gens de l'art, qui sont issus directement du monde du design et qui ont une certaine vision, et ceux qui sont donnés par les utilisateurs, qui ont une autre vision de ce que peut être le design. Une définition qui a été, ou une approche qui a été très fréquemment utilisée, est celle déterminée dans les années 60, en fait à la fin des années 60, par Thomas
Maldonado, qui a proposé une définition qui a été prise par un des grands organismes travaillant sur le design, qui s'appelle The International Council of Societies of Industrial Design, et qui dit en substance le design industriel, qui est une vision, est l'activité créatrice qui vise à déterminer les qualités formelles d'un objet produit par l'industrie. On est bien dans une approche des années 60 du design. Ces qualités formelles ne sont pas simplement des caractéristiques extérieures, mais sont principalement les relations structurelles et fonctionnelles qui permettent à un système de se produire comme une unité cohérente. Je vous laisse le soin du décryptage, je ne fais que reprendre la définition. Et cela à la fois du point de vue du producteur de l'offre que de l'utilisateur de l'offre. Et de ce fait, le design industriel s'étend de manière à embrasser tous les aspects de l'environnement humain qui conditionne la production industrielle. On est dans une logique des années 60 où l'activité industrielle est dominante. Je continuerai dans un instant avec le service. 20 ans plus tard, Klaus Krippendorff propose une définition sur les aspects uniques du design comme étant justement quelque chose qui touche à l'innovation dans le sens. Innovation in meanings. C'est 20 ans plus tard, et c'est dans les cahiers de Design Issues que l'on retrouve une approche qui a un peu évolué. D'abord, il rappelle l'étymologie. Il dit l'étymologie du design, ça vient de très loin, ça vient du latin di et signare, bon. Et ça veut dire faire, making, faire quelque chose. Faire quelque chose en le distinguant par un signe. On voit que la relation entre la sémiotique et le design sont forts. Donc, communiquer par un signe quelque chose qui donne un plus à ce que l'on fait. Et donc, par là même, donner du signifiant. Et donner du signifiant suppose parce que le texte est en anglais, donc je fais une traduction instantanée, forcément approximative, donc je suis très fautif de mes hésitations. Et ce signifiant, il est conçu en relation avec l'environnement direct du signifié, c'est-à-dire l'environnement avec le propriétaire de l'idée, les utilisateurs de l'idée et les dieux, dans la vision antique. Alors, basé sur ce sens original, on peut dire le design is making sense, fait sens, donne du sens aux objets au sens conceptuel, c'est-à-dire choses, services et autres. Et que quand on veut, je continue sur la définition de Klaus Krippendorff, quand on essaye de comprendre comment ce qu'est ce sentiment de sens, qu'est-ce que ça veut dire de faire sens, eh bien, il suffit de s'interroger sur la façon dont les gens en général parlent d'objets qui leur sont très personnels. Quelque chose sur lequel ils mettent de la valeur. Et on s'aperçoit que très vite, eh bien, ils le décrivent en termes de qu'est-ce que ça leur apporte, comment ils l'ont acquis ou obtenu, bien de famille, autre. Qu'est-ce que ça leur rappelle, dans quelles circonstances cet objet a joué un rôle déterminant dans leur vie, à quel point ils y tiennent, à quel point ils s'en occupent, vous savez, j'ai un ami qui a un médecin tout à fait honnête et haute, il a une vieille Bentley, et il adore sa Bentley. Quand il parle de sa Bentley, on n'est plus sur une relation rationnelle. D'ailleurs, il ne peut pas tellement l'utiliser, vu le niveau de consommation. Mais la façon dont il la répare et autres intervient. Et même donc l'affection qui le caractérise. Et l'affection que l'on donne, que l'on étend naturellement à cet objet. La façon dont les gens définissent le plaisir qu'ils ont d'être en présence de cet objet, comment ils se sentent, comment ils se ressentent, et comment ils se sentent près de cet objet, définissent effectivement le sens qu'ils mettent à cet objet. Donc c'est à partir de ces définitions-là qu'on pourrait élaborer, qu'on va élaborer, mais vous allez me dire, tout ça quand même nous éloigne de la dernière partie du titre qui est dans les services. Donc là c'est chapitre 2, je prends dans le souffle parce que... Non, et très vite, je dirais que je citais l'ouvrage de Roberto Ferranti, il y en a des dizaines d'autres qui font aussi sens. Il y a un ouvrage plus récent, 2011, qui s'appelle This is Service Design Thinking,
qui est un ouvrage qui a été réalisé par 23 auteurs, pilotés par 2 coordinateurs, Mark Stigborn et Jacob Schneider, sont allemands. Mais c'est un ouvrage publié en anglais avec des auteurs du monde entier. Et déjà, dans la conception de l'ouvrage, on a cette tendance forte qui est en train de se matérialiser, qui est de faire des ouvrages collectifs, mais pas comme on faisait les ouvrages collectifs à l'ancienne. C'est à la suite d'un colloque et tout, on prend les communications de tout le monde et puis on les met les unes derrière les autres et on fait un ouvrage collectif. Non, ce qui est en train de se déployer aujourd'hui, et les initiatives sont nombreuses, sont des ouvrages qui sont vraiment le produit d'un travail collectif de 20-30 personnes. Avec des chapitres qui ne sont pas forcément identifiés par personne, mais qui sont le résultat de ce travail collectif, souvent fait au travers de réseaux sociaux, souvent fait avec des réseaux mondiaux. Et c'est en train de changer la vision que l'on a d'une certaine forme de littérature, car les ouvrages là sont une forme de littérature. Il ne s'agit pas... Et dans cet ouvrage, notamment, il se propose de définir service design. Et alors, la première définition qu'on y trouve n'est pas très encourageante, puisque en substance, ils disent service design, c'est une approche qui évolue, et c'est particulièrement apparent dans le fait que, pour l'instant, il n'y a pas de définition commune, ni de langage clairement articulé du service design. Alors, quand on commence un bouquin de 400 pages en disant, ben voilà, premièrement, on va vous parler d'un truc qui n'est pas défini, ça ouvre le champ. Alors, un peu plus loin, ils se disent, mais quand même, il y a des approches un peu académiques, puis des approches un peu professionnelles. Dans les approches un peu académiques, on trouve notamment l'impact des Nordiques, des Scandinaves, et en particulier de l'Institut, du Copenhagen Institute for Interactions Design, qui, en 2008, propose une définition qui est peut-être un peu plus opératoire. Design de service, c'est un terrain émergent qui se concentre sur la création de choses qui font sens, well thought, au travers d'expériences qui utilisent une combinaison de supports, mediums, supports intangibles et tangibles. Ça rejoint des travaux qu'on a faits, c'est-à-dire que, en fait, on n'est plus dans une société où on a d'un côté des biens physiques, d'un autre côté des services. On a des combinaisons d'input. Le design, service design, ça fournit toute une série d'avantages, de bénéfices pour l'utilisateur final en termes d'expérience, quand c'est appliqué en particulier à des secteurs comme la distribution, la banque de détail, les transports, la santé, etc. Il rajoute, dans cette définition un peu générique, le design service, c'est une pratique. C'est avant tout une pratique, c'est plus qu'une discipline ou un art, c'est une pratique qui, généralement, résulte de l'application dans l'univers du design de systèmes d'approche systémique et de processus qui visent à fournir, provide, une vision holistique du service à l'utilisateur final. C'est-à-dire, dans la vision holistique, il y a l'idée de dire ce n'est pas une composante d'une facette d'une problématique, c'est quelque chose de plus large. Et en ce sens-là, on ne pourrait, pour reprendre l'exemple 100 millions de fois utilisé de quotidien, quand on regarde l'univers d'Apple, c'est bien une approche totalement holistique qui est fournie à l'utilisateur, contrairement aux approches qui peuvent être faites par de très bons industriels comme HP que nous utilisons ou d'autres. On est sur quelque chose dans lequel on n'est plus dans le produit physique, on n'est plus dans le service, on est dans quelque chose qui correspond à une façon de se comporter, à une façon de s'informer, une façon de se distraire, à une façon d'accroître sa productivité, à une façon d'avoir sa relation au monde, de trouver son chemin dans la rue, de se situer dans un réseau. On est dans une vision tout à fait holistique de quelque chose de relativement abstrait qui est là valorisé. Alors, le UK Design Council en 2010, en fait, vous voyez bien qu'il fallait que je continue un petit peu. Parce qu'on avait dit jusqu'à ce que tout le monde soit assis, ce qui va être difficile. Mais s'il y a des gens qui ont des salles pleines, enfin vides, mais grandes, mais qui pourraient vous les mettre à disposition gratuitement, puisque ces manifestations sont gratuites, nous sommes preneurs de ces salles, car voilà, pas de budget pour louer de nouvelles salles, donc il faut qu'on fasse avec nos infrastructures, mais nos infrastructures montrent aujourd'hui encore leurs limites. Merci de votre présence. Donc, UK Design Council écrit le service design. C'est tout ce qui fait, et ce n'est pas une approche, c'est beaucoup plus pragmatique que les Scandinaves finalement, c'est tout ce qui fait qu'un service vous est délivré de manière utile, de manière utilisable, de manière efficace et de manière surtout désirable. Alors les agences, et notamment les agences de conception, et les agences de communication ont aussi quantité d'approches et de définitions du service design. Continuum en 2010 écrit
l'objectif du design, du service design, c'est de développer des environnements, des outils, des processus qui permettent à des employés, on est dans les services, à des employés, c'est-à-dire des gens en contact direct avec les bénéficiaires du service, de délivrer un service supérieur et de telle manière que cela renforce les éléments distinctifs qui sont propriétés de la marque, qui sont caractéristiques de la marque, propriété to the brand. LiveWork 2010, en 2010, notre agence britannique également, écrit « Service design, c'est l'application de processus établis du design et de compétences du design au développement des services. C'est un moyen créatif et pratique d'améliorer sensiblement des services existants et surtout de créer de nouveaux paradigmes de services. » On voit que ces définitions manquent un peu d'allant, d'où l'importance de notre travail, en particulier aujourd'hui, avec l'espoir qu'à la fin de cette matinée, on ressortira avec des choses infiniment plus riches que cela. Dernier mot, simplement pour dire que si on veut quand même retrouver un peu une constante dans l'application du design thinking au service, on a tendance à retrouver 5 caractéristiques. Le service design, l'application du design thinking au service, c'est avant tout quelque chose qui est centré sur l'utilisateur. Même si, par définition, une approche par le design pousse en avant des émotions nouvelles et que finalement les quantités de produits, de services qui s'empruntent de cette logique de l'innovation par le design ne sont pas le résultat d'une analyse des besoins des clients, mais sont au contraire une façon de pousser en avant quelque chose qui, une fois qu'il est là, devient incontournable et que l'on désire. Néanmoins, toutes les approches autour du service design thinking sont tournées autour de l'utilisateur, c'est-à-dire que dans le processus de développement, on essaye de travailler l'expérience et de se dire il faut que par un système de tests successifs, on ait produit l'expérience que l'on veut effectivement produire. Donc ce n'est pas forcément la réponse à une attente identifiée clairement, mais c'est un mécanisme par lequel ce que l'on va réellement mettre en œuvre doit provoquer une certaine expérience et donc doit être construit en relation avec l'utilisateur pour voir si, successivement, nous arrivons à produire l'expérience souhaitée. Ce qui suppose effectivement, numéro 2, qu'on soit dans une logique de co-création. Véritablement, toutes les approches aujourd'hui défendues sur le service design sont des approches qui mettent en avant l'importance de mettre autour de la table virtuellement tous ceux qui sont partie prenante de la définition de nouvelles formes de services. Donc, on est dans une approche de co-création. Troisièmement, peut-être méritera un éclairage plus important, l'importance de ce qu'on va appeler le sequencing semble être une caractéristique de l'application du design thinking au service. C'est-à-dire qu'à la manière de la façon de voir un film et autres, on voit que les services, la consommation des services, et ça c'est vraiment quelque chose de différent de l'objet, la consommation du service se fait par toute une série de plans. En fait, on peut véritablement établir un parallèle avec la façon dont on va réagir à un film ou à quelque chose de plus court. On est dans une série de plans successifs qui s'emboîtent et qui créent une continuité, qui créent et qui génèrent un sentiment d'expérience positivement vécue ou au contraire mal vécue. Et qu'il faut avoir en tête cette idée qu'il y a un séquencement à organiser, un séquencement dans lequel, comme des plans d'un film, on engage l'attention du bénéficiaire du service de manière à ce qu'il termine en se sentant mieux qu'il n'avait commencé dans la consommation de ce service. Et ça, c'est particulier au design thinking dans l'univers des services, que l'on retrouve évidemment infiniment moins quand on est dans l'application du design thinking dans l'activité industrielle. Quatrième caractéristique, on a beau être dans l'intangibilité quand on est dans les services, il faut qu'il y ait des éléments de matérialisation. Ce qu'on va appeler ici en anglais de evidencing. Quelle serait la bonne prononciation Evidencing. On est là, parce que Luce revient de New York. Donc, moi, je reviens de Pékin, donc c'est pas
mon anglais est un peu déformé. Bon. Et c'est-à-dire, il faut rematérialiser l'intangible. De la même manière que dans le domaine industriel, évidemment, aujourd'hui, on tient à créer quantité d'émotions, on pousse en avant de la valeur intangible. Et bien à l'inverse, dans les services, il faut créer une tangibilité. Cette tangibilité, elle peut se faire par les espaces, elle peut se faire par le site web par lequel on a accès. Il est rare de trouver véritablement une consommation totalement abstraite. On le sait dans ce qui pourrait être le plus abstrait. Regardez ces deux mondes. La foi, les religions et l'amour et le mariage, dans les deux cas, il y a une tangibilité de la représentation des deux qui est absolument, qui a marqué l'histoire. Hein, les cathédrales ou les temples d'Angkor Wat, c'est non seulement tangible, mais ça dure. Et pourtant, là, on est par rapport à une prestation de service éminemment abstraite. Et quand on est sur... Non ? Non ? C'est pas... C'est l'abstraite qui vous gêne ou non ou... Pourquoi ? Oh, j'aurais pas pensé. Et de la même manière, quand on est sur l'industrie de l'amour et du mariage, oui, il y a une tangibilité plus grande, tu penses. Enfin, bon, ça dépend. Hein, là. Quand on rentre en communion, on peut le faire de différentes manières. Et là aussi, on voit toutes les représentations que l'on peut imaginer, les mariages princiers ou moins. Bon. Donc, donner de l'évidence physique, Luce me dit, mais tu arrêtes, tu es en train de... Et elle a raison. Et mon dernier point, vision holistique de l'ensemble, c'est-à-dire que l'ensemble de l'environnement du service doit être considéré quand on est dans cette logique de l'application du design thinking au service. Il ne s'agit pas de faire mieux l'invention d'un petit morceau d'un service général. On n'a pas besoin de mobiliser l'approche du design pour simplement améliorer un petit bout d'un processus général. Là où l'apport est significatif, c'est quand on prend cette vision holistique, quand on prend cette hauteur de vue et qu'on essaye de produire un ensemble de satisfactions émotionnelles, fonctionnelles et pratiques à quelque chose de beaucoup plus large. Par exemple, la préoccupation de la mobilité qui va bien au-delà de se dire il faut que tel arrêt de bus soit un peu plus agréable ou pas, tel arrêt de bus un peu plus agréable dans un univers qui, lui, n'est pas conçu de manière à apporter véritablement une satisfaction de ce souci de mobilité dans l'ensemble. Ça fait avancer les choses, mais très très peu. Voilà. C'est tout.